Mais avant cela, notre premier invité, face à ce monde qui bascule sous nos yeux. Dans le mur d'images, on va retrouver plusieurs visages. On pourrait y ajouter Erdogan ou encore le Premier ministre israélien. Avec nous, l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, une enquête révèle aujourd'hui que 95% des Français sont inquiets. C'est une peur légitime face à ces incertitudes qui sont multiples. C'est une peur légitime parce que c'est une véritable tragédie qui se déroule sous nos yeux et à nos portes. Une tragédie qui touche un peuple tout entier et une tragédie qui peut avoir des conséquences non seulement régionales, européennes, mais aussi planétaires. Et c'est pour cela qu'en conscience, nous devons nous mobiliser pour agir. Alors il y a un réveil européen dont il faut se réjouir, c'est une des rares bonnes nouvelles dans tout cela, un sursaut européen, on le voit avec les sanctions sévères qui ont été prises contre la Russie, on le voit avec la solidarité humanitaire, elle n'était pas écrite quand on voit l'accueil fait par la Pologne ou la Roumanie, on le voit également à travers les livraisons d'armes, mais cela ne suffit pas. Il y a d'abord aussi la résistance ukrainienne, c'est peut-être la première, entre guillemets, défaite de Vladimir Poutine, cette résistance, celle non pas seulement des militaires, mais d'une nation, ce qu'il exècre au plus haut point. Il est encore trop tôt pour parler de succès ou de défaite. Ce qui compte, c'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a un moment qui est particulier, puisque c'est l'avant-escalade. Ce que nous avons vu est horrible, mais comme le répète le gouvernement, le pire est à venir. Avant-escalade que va être la guerre des villes, une guerre illimitée, frappant des villes aussi diverses que Mariupol, Odessa, Kharkiv ou Kiev. Dans cette guerre des villes, il va y avoir des morts par milliers, dizaines de milliers. Parce que vous pensez que Vladimir Poutine va attaquer Kiev, il ira dans Kiev avec ses chars, avec ses soldats ? C'est ce qui se joue. L'histoire, elle n'est pas écrite. Certains veulent considérer que les buts de guerre de Vladimir Poutine vont au-delà de l'Ukraine et que, dans le fond, la seule façon, c'est de l'éliminer. Je crois que le réalisme nous conduit à agir et à faire tout ce que nous pouvons faire à chaque étape. Et dans cette étape, nous sommes dans l'avant-escalade. Il faut donc renforcer notre position, durcir nos sanctions. Et il y a plusieurs axes de travail sur lesquels nous pouvons travailler. Le premier, c'est prendre en compte le fait que Poutine veut clairement menacer d'extension ce conflit. Il dit par ailleurs qu'il veut intensifier ses frappes. Et enfin, il provoque, on le voit, quand il agite le nucléaire, le chimique ou le biologique. Donc face à cela, nous pouvons à la fois mobiliser davantage militairement dans les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne frontaliers de la Russie, des pays comme la Pologne, comme la Roumanie. C'est un signal très fort à adresser à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il est maître de l'escalade, il est maître de l'initiative. Nous devons reprendre le contrôle des choses. Nous pouvons par ailleurs donner un soutien beaucoup plus actif aux pays les plus menacés, que sont la Moldavie et que sont la Géorgie. Et nous pouvons prendre une mesure qui va nous faire mal. Mais vous savez, ça veut dire, en période de guerre, il faut accepter de se faire mal. Et ça veut dire couper tout de suite ce message. Les livraisons de gaz et de pétrole à l'Europe. Ce sont 700 millions de dollars par jour que nous donnons à la Russie pour financer son effort de guerre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'Allemagne ne le souhaite pas, ne le peut pas. Et les conséquences seraient aussi dramatiques pour la population allemande, mais peut-être aussi pour l'Europe économiquement. La balance est difficile à jauger. Nous sommes face à la guerre. La guerre, ça veut dire que nous devons accepter de payer le prix. Nous sommes capables d'unité, eh bien soyons capables d'un effort en commun. Les Allemands vont souffrir, certains pays, la Lettonie par exemple, vont souffrir plus que d'autres, dépendant à 100% du gaz russe. Eh bien mutualisons nos capacités en matière énergétique, comme nous l'avons fait pour les dettes, comme nous l'avons fait en matière de financement pour un certain nombre de grands projets. Faisons la même chose dans le domaine de l'effort énergétique. C'est un message très fort. Mais, si vous le permettez, durcir ne suffit pas. Il faut, dans le même élan, renforcer notre main en matière de négociation. Or, je crains que nous soyons à contre-temps et à contre-signal. Le message qui est adressé par Versailles, aussi sympathique que soit ce rassemblement, et aussi grave qu'il ait été, n'est pas forcément un message de circonstance. Dans ces circonstances-là, on fait sobre. Dans ces circonstances-là, on affiche une détermination qui ne va pas de pair avec des photos de famille ou des dîners de banquet. Ni vu. Je pense que face à cela, nous devons prendre la mesure de l'enjeu mondial. Et c'est en cela qu'il nous faut faire des propositions qui aujourd'hui ne sont pas sur la table.
L'architecture de sécurité en Europe, certes, mais ne l'oublions pas, le monde est en profond déséquilibre. La question de l'architecture de sécurité dans l'Indo-Pacifique, qui est la deuxième zone de crise, concerne directement la Chine. Nous devons rallier le plus grand nombre de voix. Nous partons de l'idée que le monde est avec nous, que le monde est avec l'Ukraine. Le monde est sensible aux arguments de revanche de Vladimir Poutine. Il faut donc montrer au monde que nous nous soucions du monde. Et dans ce contexte, reprendre le dossier du contrôle des armements. Aujourd'hui, le message qui a été adressé par nous dans cette crise, c'est que quand on a l'arme nucléaire, on est mieux défendu que quand on ne l'a pas. Et nous allons donc faire face à un risque de prolifération. Et nous devons partager le risque en matière alimentaire, en matière énergétique. Des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique vont souffrir. Soyons solidaires. Ne nous parlons pas à nous-mêmes. La politique étrangère est devenue pour trop de pays en Europe et en Occident un exercice de politique intérieure. Il faut donc retrouver la dimension mondiale de notre diplomatie. Et nos diplomates doivent aller vers le monde et pas se cantonner à Paris ou dans des réunions aussi sympathiques soient-elles. Dominique de Villepin, est-ce que nous avons, dès le début et avant même le départ de cette guerre, signé un blanc-seing à Vladimir Poutine en lui disant « et l'OTAN et les États-Unis, nous n'interviendrons pas ». Nous n'avons pas fixé de limite, de zone rouge potentielle? Nous avons dit clairement ce que nous ne ferions pas. Oui. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'Union européenne. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, c'est clair. Et ce ne serait pas une bonne idée d'ailleurs. Nous avons dit clairement que nous n'entrerons pas en guerre pour l'Ukraine. Mais disons aussi ce que nous ferions. Et c'est pour cela qu'il faut être capable de montrer ses muscles. Nous ne devons pas, parce que nous sommes responsables, nous mettre dans une situation de co-belligérance, mais nous pouvons signifier à Vladimir Poutine que le coût qu'il va payer sera exorbitant, sans compter qu'il le sait. Plus le temps passe, plus le risque qu'il prend est élevé, à la fois vis-à-vis de l'opinion russe, le comité des maires, la mobilisation de l'opinion publique, à la fois vis-à-vis du reste du monde. Et c'est pour ça que ne négligeons pas le souci de Vladimir Poutine de garder le contact avec le monde. Quand les Américains ont le cynisme au point de dire qu'ils feront un embargo sur le pétrole, mais que dans l'heure qui suit, ils reprennent leur discussion avec le Venezuela, qui est au banc des nations depuis des années, très honnêtement, c'est incompréhensible pour la plupart des États africains, du Moyen-Orient ou d'Asie. Donc, soyons cohérents. Notre force, c'est la démocratie. La question ne soyons pas sourds et aveugles aux difficultés du monde. Il n'y a pas que nous de concertés. Et montrons que nous ne sommes pas guidés seulement par nos intérêts, mais aussi par des idéaux et une solidarité. Dominique de Villepin, vous venez de parler des USA, de Joe Biden finalement. Qui peut avoir la clé et la main pour dire à Vladimir Poutine, vous allez trop loin? Finalement, les États-Unis, vous les trouvez trop discrets. Est-ce que la Chine peut jouer un rôle fondamental dans ces discussions ou ces pourparlers qui pourraient arriver? C'est un enjeu essentiel. Parmi les pays qui ont une capacité à agir vis-à-vis de la Russie, il y a bien sûr la Chine. Parce que dans le calcul de Vladimir Poutine, il y a clairement le choix de s'opposer à l'Occident. Et son seul allié dans cette stratégie de revers, c'est bien sûr la Chine. Et la Chine n'a pas forcément intérêt à suivre Vladimir Poutine, elle n'a pas intérêt à le laisser tomber, mais elle n'a pas intérêt à le suivre, parce que ses intérêts dans la mondialisation et vis-à-vis du reste du monde ne sont pas les mêmes. Mais il y a aussi la Turquie, il y a Israël, il y a des pays comme l'Algérie qui ont une capacité à faire passer des messages. Mais pour que tout cela marche, il faut que nous élevions le niveau de notre réponse, à la fois en termes de messages durs et d'actions dures, et en même temps en termes de négociations pour rendre les choses possibles à un moment où le président Zelensky, il y a quelques jours, a ouvert la possibilité de négociation et où Vladimir Poutine feint de considérer que la porte n'est pas fermée. Dominique de Villepin, on se pose tous cette question-là. Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on a laissé les choses finalement s'envenimer, sans entendre les messages aussi de Vladimir Poutine, ces messages guerriers également? Est-ce que pendant toutes ces années, on a été indifférent finalement aux blessures de l'histoire que la Russie a subies? Ce discours-là, il est tenu par certaines personnes. Václav Havel, en 2005, il le disait. Qui s'est un jour assis face à Poutine pour lui demander où s'arrêtent les frontières de l'Union européenne, où s'arrêtent les frontières de la Fédération de Russie? Il le disait en 2005. Qui s'est mis en face de Vladimir Poutine pour lui dire Jacques Chirac. Jacques Chirac, en 2006, envoie ses spécialistes de la diplomatie, les envoie à Moscou pour faire une proposition de garantie partagée
par l'Union européenne et l'OTAN d'un côté et par la Russie de l'autre sur l'Ukraine. Nous étions parfaitement conscients et lucides. Les choses se sont accélérées à partir de 2008 avec l'affaire géorgienne, puis 2014, l'affaire ukrainienne. Je pense que là, il y a eu des occasions ratées de remettre sur la table une architecture de sécurité en Europe. Mais la question que vous posez, elle est exactement la même dans la deuxième grande zone de crise du monde aujourd'hui, qui est l'Indo-Pacifique, qui aujourd'hui fait des propositions à la Chine pour régler le déséquilibre qui existe dans cette région et qui est une menace, pas seulement pour Taïwan, comme on le dit souvent, mais pour la Corée du Sud, mais pour le Japon et l'ensemble des pays de la région. Voyez-vous, il y a déjà plusieurs années que nous ne faisons plus de diplomatie. La politique étrangère, c'est une façon déguisée de parler à des opinions publiques intérieures. La diplomatie, c'est un métier. Avec la chance que nous avons d'avoir un outil comme le Quai d'Orsay, préservons-le, protégeons-le et écoutons ces gens qui disposent d'une mémoire exceptionnelle et qui nous éviteraient bien des erreurs. Merci Dominique de Villepin. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été le témoin de ce soir et le premier témoin de 20h30. Acte 2 ce soir dans 20h30.